L'histoire des campagnes aériennes pendant la Seconde Guerre mondiale ne saurait passer sous silence les prouesses des As américains à bord de leur P-38 et de leur P-51. Mais un autre avion de chasse, moins connu, n'attire que rarement l'attention qu'il mérite, le Bell P-39 Airacobra. Et pourtant il dispose d'une arme rapide aussi meurtrière qu'efficace, son canon de 37 mm. Avec cet appareil, les Alliés ont enfin un moyen de se battre contre un ennemi qui, au début de la guerre, est invincible. Dès 1930, les machines de guerre allemandes et japonaises ont pris des proportions inquiétantes. Leurs dirigeants, avides de conquête, convoitent de vastes territoires peuplés de millions d'habitants. En septembre 1939, 6 mois après l'occupation de la Rhénanie et l'annexion de la Tchécoslovaquie, l'armée allemande lance son Blitzkrieg en envahissant la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent alors la guerre à l'Allemagne. En mai 40, celle-ci déferle sur le Benelux et la France. Le Japon, de son côté, exécute ses plans de conquête. Dès 1931, il s'empare de la Mandchourie, puis tente de prendre le contrôle de toute la Chine. Le Congrès américain a voté l'acte de neutralité et le président Roosevelt l'a signé. Mais il sait qu'un jour ou l'autre, son pays sera entraîné dans la guerre. Les États-Unis ne disposent alors que de très peu d'avions de combat modernes, car le budget de l'Army Air Corps ne donne pas priorité au développement de l'aviation. Parmi les appareils en service, il y a alors le Boeing P-26 Peashooter et le Seversky P-35, dont la vitesse maximale culmine à 450 km/h à 3000 mètres d'altitude. Pour produire des avions plus rapides, il faut impérativement remplacer les moteurs radio à refroidissement par air par des moteurs en ligne turbocompressés à refroidissement liquide. La firme Bell Aircraft procède donc dès 1935 au développement de nouveaux avions équipés de moteurs en ligne. Larry Bell a racheté l'usine et les machines laissées à Buffalo par la Consolidated Aircraft, partie s'installer en Californie pour construire des hydravions. La modification d'un Consolidated A11 pour y installer un moteur en ligne Allison est le premier contrat obtenu par Larry Bell. L'Airacuda est le premier appareil conçu par Bell. C'est aussi le premier chasseur bimoteur multiplace étudié aux États-Unis. Les mitrailleurs sont assis dans des nacelles juste à l'avant des moteurs. Mais la production de l'Airacuda ne dépassera pas un prototype et 13 exemplaires de développement. Il a malgré tout concrétisé une nécessité. Il faut des chasseurs plus rapides et mieux armés pour se protéger des bombardiers entièrement métalliques. L'Army Air Corps cherche de nouveaux projets avec des configurations monomoteurs et bimoteurs. Bell semble avoir une longueur d'avance avec son XP-39. Elle propose de fabriquer l'Airacobra pour un peu moins de 250 000 $. En concurrence avec des constructeurs qui présentent des évolutions de leur modèle existant, elle arrive avec un projet tout neuf. Le contrat est signé le 7 octobre 1937. Grâce à celui-ci, Bell achète des terrains jouxtant l'aéroport de Niagara Falls et investit $1 million dans une nouvelle usine. Le cahier des charges de l'Army stipule que le moteur Allison en ligne doit être installé sur le P-39. La firme Allison naît en 1915 sous le nom de Indianapolis Speedway Team Company. Au début de la Première Guerre mondiale, elle change de nom pour devenir l'Allison Experimental et fabrique le célèbre moteur d'avion Liberty. En 1929, General Motors rachète l'entreprise à l'ancien as de la guerre devenu coureur automobile, Eddie Rickenbacker. La mise au point du moteur Allison 12 cylindres en ligne refroidi par liquide nécessite un investissement de $900 000, une somme colossale par ces temps de crise. En avril 1940, les Français signent un contrat de $8,5 millions pour la fourniture du P400, la version exportation de l'Airacobra. Mais ce sont les Anglais qui reprennent le contrat après la capitulation de la France. Bell construit donc les Airacobra selon un cahier des charges anglais. En juillet 1941, un lot de P400 est convoyé par bateau vers l'Angleterre.
L'appareil est essayé par des pilotes britanniques qui le confrontent à un Spitfire et à un Messerschmitt Bf-109 capturé. Les Racobra virent incontestablement plus serrés que ses deux adversaires. En revanche, le Spitfire grimpe plus vite que les Racobra. Les Anglais refusent la livraison des P400 à venir et leur préfèrent le Spitfire, équipé d'un moteur Rolls-Royce Merlin turbocompressé. L'US Army prend le relais et commande 2000 Airacobra pour 75 millions de dollars. Le P-39 qui en résulte incorpore de nombreuses innovations. Le moteur 12 cylindres est monté derrière le pilote, ce qui modifie considérablement le centre de gravité habituel. Il est relié à l'hélice par un arbre de transmission de 3 mètres de long qui passe entre les jambes du pilote. Ce qui laisse une large place dans le nez pour l'armement, des mitrailleuses et un canon de 37 mm. C'est le premier avion conçu autour de son système d'armes. Le canon de 37 mm de l'Airacobra a un calibre équivalent à l'affût anti-char qui équipe le véhicule blindé M3. Il tire directement à travers l'axe de l'hélice. Le choix de ce canon de 37 mm est la conséquence logique d'une idée simple. Le plus gros sera le mieux. Mais un canon de 20 mm, par exemple, a une cadence de tir et une vitesse initiale plus élevée. Pourtant, même si ce canon a ses limites, un Airacobra faisant feu de toutes ses armes est extrêmement efficace. On estime que chaque tir du canon fournit une énergie de 17 500 kg par mètre. Toutes ces armes tirées en même temps fournissent une énergie de plus de 24 000 kg par mètre, soit l'équivalent d'un camion de 5 tonnes venant s'écraser contre un mur à 53 km/h. Le P-39 est conçu pour emporter une charge armée maximale. Tout l'espace non occupé par le moteur, les trains d'atterrissage et le carburant est donc rempli de munitions. Le canon de 37 mm est standard, sauf sur le P400, qui est parfois doté d'un canon de 20 mm. Le modèle P-39C, équipé de son 37 mm, emporte 15 obus, ainsi que 2 mitrailleuses de 7,65, et dans le nez, 2 autres mitrailleuses de 12,7. Il n'a pas d'arme d'aile. Le modèle P-39D et toutes les autres versions, à part le P-39Q, gardent le canon de 37 avec 2 mitrailleuses de 12,7 dans le nez, recevant 300 cartouches chacune. Mais les mitrailleuses de 7,65 sont placées dans les ailes et alimentées par 100 cartouches chacune. Le magasin du canon accepte désormais 30 obus. Il faut une équipe de 5 hommes pour préparer un Airacobra au combat. 3 d'entre eux sont affectés au nettoyage des canons et à la charge des munitions. La procédure semble complexe, et pourtant le P-39 peut être armé et ravitaillé en carburant en moins d'une demi-heure. Le P-39 est doté d'un train d'atterrissage tricycle entièrement escamotable. La roue avant est autodirectrice, sans contrôle direct. Les 3 jambes du train sont activées par un moteur électrique de 3/4 de chevaux, 24 volts. En cas de problème, le train peut être descendu à la main. Le train tricycle accroît la maniabilité sur la piste et facilite l'atterrissage. La visibilité du cockpit est excellente. La roue avant a un diamètre de 48 cm et les roues principales 66 cm. Elles sont en alliage au magnésium. Les portières style automobile de l'Airacobra sont fabriquées en sous-traitance par la Hudson Motor Company. Chaque porte est équipée de vitres rentrantes. En cas de danger, le pilote peut facilement déverrouiller la porte entière. L'habitacle est conçu pour des pilotes dont la taille moyenne est de 1,72 m, ne pesant pas plus de 100 kg. Le siège baquet en métal n'est pas réglable. La verrière permet une visibilité maximale dans toutes les directions et préfigure les verrières en gouttes d'eau adoptées plus tard par la plupart des constructeurs. Les pilotes stagiaires doivent mémoriser la disposition du tableau de bord en aluminium avec ses panneaux annexes à droite et à gauche comprenant 36 instruments et contacteurs. Le premier vol du P-39 a lieu le 6 avril 1939.
Les essais comprennent l'arrêt du moteur en vol, la mise en drapeau de l'hélice et le vol plané. Il s'agit de déterminer le taux de descente de l'appareil à certaines altitudes, la traînée et la stabilité de la puissance. Les Airacobra sont tout d'abord fabriqués à la main, mais lorsqu'il s'agit d'en produire des milliers, il faut trouver des méthodes de fabrication plus sophistiquées. Bell met alors en œuvre des méthodes de production originales. La firme se vante d'être passée du stade expérimental à la production en série en moins de 300 jours. L'Airacobra est composé de 9000 pièces, 54 000 rivets et 500 mètres de câblage. Les essais se poursuivent et l'Airacobra prend du poids. Malheureusement, le moteur Allison plus puissant qui devait compenser cet embonpoint n'est finalement pas fabriqué et les performances de l'avion en sont affectées. Les éléments de base de l'Airacobra sont déjà très lourds. Le canon de 37 mm pèse à lui seul plus de 200 kg, chaque obus pèse plus de 500 grammes et le train avant 124 kg. Un blindage accru et des réservoirs auto-étanches alourdissent encore l'appareil. De plus, les réservoirs contiennent moins de carburant et l'autonomie en souffre. L'Army Air Corps commence à douter des qualités du P-39. La production du P-40 battant son plein, l'Air Corps décide de modérer ses exigences quant à la vitesse ascensionnelle de l'Airacobra. Puis le turbocompresseur est éliminé pour la version de production. L'appareil n'est pas encore au point. Lors d'un des vols d'essai du P-39, le turbocompresseur tombe en panne, endommageant les parois du fuselage. L'appareil parvient toutefois à se poser sans encombre. Larry Bell et l'Army Air Corps sont d'accord sur un point. Il faut lancer la production de l'Airacobra pour être prêt en cas de guerre. L'armée ne pense alors pas que les bombardiers lourds auront besoin de chasseurs d'escorte. Sans turbocompresseur, l'Airacobra n'a pas de bonne performance à haute altitude. Il n'est pas capable d'exécuter les missions d'interception pour lesquelles il a été conçu. De plus, il est encore alourdi par les modifications requises par la guerre en Europe. Sa vitesse et sa maniabilité à basse altitude sont certes satisfaisantes, mais peu après l'entrée en guerre des États-Unis, il est relégué aux missions d'arrière-front. Il n'a jamais retrouvé les performances du prototype. Le moteur central limite les possibilités d'évolution du P-39 et plus tard celle du P-63 King Cobra. La contenance des réservoirs ne peut être augmentée sans affecter gravement l'équilibre de l'avion. Les radiateurs et les trains rétractables limitent aussi la quantité de carburant embarqué. L'Airacobra s'avère donc inutilisable dans le Pacifique pour les missions d'attaque sur des îles lointaines. Il ne peut pas non plus escorter les bombardiers qui partent de Grande-Bretagne pour aller en Allemagne. En mai 1940, pour renforcer la défense des États-Unis, le président Roosevelt requiert la production de 50 000 avions de guerre. Un an plus tard, l'Army Air Corps ne compte que 800 chasseurs dans son arsenal, dont 347 déjà obsolètes. Sur les avions restants, environ 200 P-40 et 33 des 77 P-39 en service ne sont ni blindés ni dotés de réservoirs auto-étanches. En réalité, seuls 214 avions de chasse sont véritablement prêts à essuyer le feu adverse. L'armée s'est efforcée de préparer ses unités au combat, mais les nouvelles escadrilles ne sont pas suffisamment équipées. Or, les États-Unis vont bientôt devoir relever un défi d'importance. L'Airacobra est devenu absolument indispensable. Le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Les dégâts sont considérables, mais toute la flotte n'a pas été anéantie. Au moment de l'attaque, les porte-avions américains étaient en mer et les plus touchés sont tout à fait réparables. Les États-Unis ont donc de quoi répliquer.
Pourtant, dès le lendemain, les Japonais imposent leur supériorité aérienne dans le Pacifique Sud lors de l'attaque sur les Philippines. Des milliers de soldats américains sont faits prisonniers. Les rares pilotes encore valides sont évacués avec leurs avions vers l'Australie. Les États-Unis n'ont que des P-39, des P-40 et quelques bombardiers pour riposter. Les attaques sur les forces japonaises à partir de l'Australie manquent encore d'efficacité et il faudra 1 an au P-38 à long rayon d'action pour être déployé dans le Pacifique. Et là encore, quelques problèmes mécaniques le cloueront momentanément au sol. Les îles Aléoutiennes constituent un problème supplémentaire pour les Alliés. Faisant diversion pour préparer leur opération navale de Midway, qui finalement échouera, les Japonais ont attaqué et occupé 3 îles. Et bien que l'archipel ne soit pas un enjeu stratégique important, les Alliés doivent riposter dans des conditions on ne peut plus difficiles. Les Japonais ont installé un réseau de bases dans tout le Pacifique. Le commandement siège à Rabaul, sur l'île de Nouvelle-Bretagne. De là, ils préparent l'invasion de la Nouvelle-Guinée pour ensuite attaquer l'Australie. Mais pour réaliser leur plan, les Japonais doivent impérativement neutraliser la base alliée de Port Moresby en Nouvelle-Guinée, important dépôt d'approvisionnement et point de départ de l'essentiel des attaques dirigées contre eux. De nombreux pilotes américains fraîchement sortis de l'école de formation sont envoyés dans le Pacifique. Ils vont devoir tout apprendre sur le terrain, au combat. Pour cela, ils doivent affronter des pilotes japonais aguerris aux commandes de leurs héros. Le commandement allié a décidé de vaincre d'abord l'Allemagne. La guerre dans le Pacifique ne revêt donc pour l'instant qu'un caractère défensif et le moral s'en ressent. Lorsque les P-39 et les P-400 arrivent dans les îles du Pacifique, les pilotes ont besoin de distraction. Ils décorent leurs avions, le pinceau à la main. Il faut bien passer le temps. Les critiques des pilotes sur le P-39 sont multiples. Ils se plaignent de la fragilité du train d'atterrissage. Les Airacobra se font non seulement abattre par les Héros, mais ont souvent des ennuis au décollage et à l'atterrissage. Lors de la défense de Port Moresby, les escadrilles de chasse alliées parviennent rarement à décoller à temps. Les alertes sont souvent tardives. Pourtant, malgré les bombardements incessants, la riposte s'organise. En avril 1942, des P-39 décollent de Port Moresby pour aller mitrailler et bombarder la piste de Lae à près de 300 km au nord. Les P-39 sont attaqués par des Héros et une intense bataille aérienne se déroule au-dessus de la côte. 4 Héros et 3 P-39 sont abattus. L'armée Air Force s'impose et petit à petit, les Japonais finissent par perdre le contrôle de l'espace aérien. Les aviateurs américains reprennent confiance. Les Airacobra sont également chargés d'escorter les C-47 de transport. Le nouveau chef d'état-major de l'air a réussi à convaincre le général MacArthur que le transport des troupes par air est plus efficace que le lent convoyage des troupes et du matériel par bateau. Ce changement ne s'opère pas sans les protestations vigoureuses de certains généraux qui préféreraient continuer à utiliser des navires. Ils considèrent les pilotes comme des rigolos, des gens pas sérieux. Une fois les pistes construites en Nouvelle-Guinée, plus près des bases japonaises, les P-39 commencent à pouvoir escorter les raids de B-25. Ces bombardiers volent à basse altitude et larguent des bombes parafragues. Ce sont des charges munies d'un parachute pour retarder l'explosion afin de ne pas endommager les appareils.
Le haut commandement japonais se rend bien compte que ses forces subissent de grosses pertes, mais il croit encore aveuglément en son invincibilité. Pourtant, la situation se dégrade de jour en jour. Les pilotes japonais sont des adversaires aussi impitoyables que talentueux. Ils ont subi un entraînement intensif et se battent jusqu'à la mort. Beaucoup d'entre eux s'envolent épuisés et démoralisés. D'autres volent atteints de malaria, de dysenterie ou d'autres maladies tropicales. D'autres encore sont épuisés par un régime trop frugal et tout simplement par la fatigue. Contrairement aux pilotes allemands ou même aux pilotes alliés, ils n'ont même pas droit aux honneurs de la presse. Servir l'empereur est en soi un honneur suffisant. La hiérarchie du système japonais ne donne crédit qu'aux officiers supérieurs. Les pilotes japonais ont un excellent avion, le Zero, dont les performances dépassent celles du P-39. Dans certaines circonstances, comme voler au ras des vagues à 500 km/h, le P-39 peut se dégager de la ligne de tir des Zero, mais ces derniers ont une meilleure accélération. Et en combat aérien, les pilotes alliés doivent protéger leur système de refroidissement moteur des tirs ennemis. Le Zero pèse 2800 kg, soit 18% de moins que le P-39D. Sa puissance de feu est impressionnante avec ses deux canons de 20 mm et sa batterie de mitrailleuses de 7,7 mm. Il est propulsé par un moteur Nakajima à refroidissement par air de 950 chevaux. Sa vitesse atteint 535 km/h à 4500 mètres d'altitude. Mais il a un point faible, son moteur. La matière première de qualité est rare au Japon. Les lubrifiants sont peu performants et les appareils perdent beaucoup d'huile. De plus, le Zero est dangereux pour ses pilotes. Il n'a ni blindage de protection, ni réservoir auto-étanche. Il n'est donc pas invincible et peut facilement exploser en vol. Le commandement naval américain s'inquiète de plus en plus de la construction d'une base aérienne japonaise à Guadalcanal, dans les îles Salomon. De là, l'ennemi pourrait lancer des attaques contre les bases alliées et couper les lignes d'approvisionnement vers l'Australie. Le 7 août 1942, plus de 11 000 Marines débarquent à Guadalcanal. L'île est mal défendue. La piste aérienne commencée par les Japonais est achevée par les Marines et les Seabees. La base est nommée Anderson Field en l'honneur du commandant des Marines, Lofton Anderson, tué au cours d'une attaque aérienne contre la flotte japonaise lors de la bataille de Midway. Les opérations à partir de la base d'Anderson vont se succéder. Les pertes pour les escadrilles de Marines s'élèvent à 57% pendant les 25 premiers jours de combat. Mais en arrêtant les contre-attaques japonaises, les P-39 se font apprécier des Marines. Ils peuvent mitrailler l'ennemi au sol avec une grande efficacité. Lors d'un engagement, des P-39D interceptent 10 bombardiers bimoteurs Mitsubishi Ki-12, surnommés Salis, escortés par des Zero. Les pilotes de P-39 parviennent à abattre 3 bombardiers lors de 2 face-à-face. Puis, les Zero engagent les P-39 en combat aérien. 2 Zero sont descendus contre un seul P-39. Mais de plus en plus, le P-39 sert pour des missions d'appui au sol, mitraillage et bombardement tactique. Face aux Zero, ils sont surclassés, alors qu'en appui, leurs canons et leurs mitrailleuses infligent d'énormes dommages au sol. De plus, de nouveaux types de chasseurs commencent à faire leur apparition, et le P-39 est rarement envoyé en première ligne. Peu à peu, les conditions s'améliorent pour les Marines et les pilotes. Les soldats japonais, terrés dans la jungle, sont impressionnés par le confort des camps américains. Les Marines plaisantent en imaginant leurs adversaires
beaucoup moins bien lotis. Beaucoup de nouveaux pilotes débarquant dans le Pacifique n'ont jamais pu s'entraîner à bord des P-39. Des rumeurs circulent à propos de ses qualités de vol et d'atterrissage. Les problèmes électriques sont nombreux et les réservoirs auto-étanches ne donnent pas entière satisfaction. Les ballons internes des réservoirs s'affaissent au fur et à mesure que le carburant diminue, mais les jauges indiquent toujours le plein. Les pilotes se plaignent que le canon de 37 mm s'enraye souvent. L'Army Air Corps ordonne alors une série de tests, dont les conclusions sont simples. Si l'arme est correctement entretenue et ajustée, elle est fiable. Mais on reconnaît que l'armement à bord du P-39 est difficilement accessible. Les équipes au sol ne peuvent pas, ou n'ont pas le temps, de faire leur travail correctement. Une bien maigre consolation pour ces équipes consciencieuses qui travaillent dur sur les pistes dans la jungle de Nouvelle-Guinée ou à Guadalcanal. La plupart des mécaniciens ont suivi une formation dans l'école d'apprentissage de la firme Bell. Pourtant, en dépit des efforts réels de tous, le canon continue de s'enrayer et certains pilotes cessent de l'utiliser au combat. En 1943, des pilotes rapportent que le P-39 a du mal à sortir de la vrille. Aux États-Unis, 17 P-39 se sont écrasés, entraînant la mort de quelques hommes. Les pilotes d'essai ne parviennent pas à reconstituer le phénomène et Bell doit émettre des consignes avertissant que l'appareil ne doit pas être mis en vrille inversée sous peine d'une perte totale de contrôle. Certains en déduisent que le problème vient du fait que le centre de gravité de l'avion est placé trop en arrière. Des pilotes plus expérimentés décrivent le phénomène comme un roulis prononcé, mais la rumeur persiste. Cela dit, tout le monde s'accorde à reconnaître que le P-39 a fortement contribué à inverser le cours de la guerre en faveur des Alliés, après une quasi-victoire japonaise. Les forces américaines continuent de récupérer des îles et les Japonais finissent par perdre toutes leurs bases aériennes. Au cours de la bataille en mer de Bismarck, en mars 1943, l'US Navy coule 8 cargos nippons. Les Japonais comprennent qu'ils ne peuvent plus désormais utiliser de gros bâtiments pour ravitailler leurs troupes. Celles-ci doivent maintenant survivre avec les ressources locales. Les Alliés ayant affirmé leur supériorité aérienne, décident d'adopter une stratégie en tenaille pour s'approcher de l'archipel du Japon et être en mesure d'envoyer des bombardiers directement sur Tokyo. Si le P-39 n'a pas la réputation qu'il mérite dans le Pacifique, il est très apprécié en Union soviétique. Le 22 juin 1941, les troupes terrestres et les forces aériennes soviétiques se battent désespérément pour éviter la défaite face à l'invasion de l'armée allemande. Les soviétiques mettent toutes leurs forces dans la défense de leur patrie. Mais ils sont largement dépassés par la technique allemande, aussi bien sur terre que dans les airs. Cependant, tout n'est pas en faveur de Hitler. La Luftwaffe a été affaiblie par la longue et décevante bataille aérienne au-dessus de l'Angleterre. De plus, Hitler a décidé de retarder l'invasion de la Grande-Bretagne d'1 mois. Il a été forcé de porter secours aux troupes italiennes lors de leur attaque manquée sur la Grèce pour protéger son flanc sud. Mais Hitler peut offrir à son peuple les brillantes victoires de son armée sur le front russe. Des dizaines de milliers de soldats ennemis ont été tués et plus de 1800 avions détruits, dont la plupart au sol. En octobre 1941, l'armée rouge a perdu plus de 5000 avions. Malgré leur courage, les pilotes russes sont largement dominés par l'adversaire. La responsabilité de cette défaite échoua à Staline, dont les purges ont tué plus de 75% des chefs militaires russes. Les éliminations ont affecté aussi les dirigeants de l'industrie aéronautique,
et les survivants s'efforcent de colmater les brèches. Après le déplacement des usines à l'est de l'Oural, de nouveaux ingénieurs russes, tels Alexandre Yakovlev, conçoivent des avions modernes, incapables dans un premier temps de rivaliser avec les Messerschmitt 109. En fait, de nombreux pilotes russes considèrent que certaines de ces nouvelles machines sont dangereuses à piloter. Il serait donc d'autant plus dangereux de les confronter aux Messerschmitt. Les pilotes soviétiques adorent le P-39 et le programme Lend-Lease d'assistance militaire américaine leur en fournit en nombre suffisant. Les Russes ont surnommé leur P-39 Kobrouska, Petit Cobra. Une demi-douzaine de pilotes soviétiques ont à leur palmarès plus de 30 victoires aériennes à bord de leur appareil. Ils n'ont pas de mitrailleuse d'aile, seulement celle du nez, et le canon de 37 mm. Pour eux, c'est une véritable pièce d'artillerie volante qu'ils pointent au coup par coup. Sur le front russe, les performances en altitude d'un avion ne sont pas essentielles, car les soviétiques utilisent leur force aérienne pour l'appui tactique des troupes terrestres. L'autonomie limitée ou le rayon d'action ne sont pas non plus déterminants, car les pistes tactiques se déplacent avec le front. La plupart des combats contre les Messerschmitt se déroulent à moins de 3000 mètres au-dessus du champ de bataille, où les Era Cobra et plus tard les King Cobra ont un net avantage en maniabilité. Le P-39 est assez semblable au Messerschmitt. Tous deux sont de petits avions avec des moteurs en ligne à refroidissement liquide. Le Bf-109 est doté d'un Daimler-Benz de 1100 chevaux et le P-39 d'un Allison de 1150 chevaux. Les deux machines ont une autonomie limitée qui ont handicapé le P-39 dans le Pacifique et le Messerschmitt lors de la bataille d'Angleterre. Le convoyage des P-39 par bateau à travers l'Atlantique est la méthode la plus risquée pour les faire parvenir en Russie. Staline exige tout d'abord que toutes les livraisons se fassent par Arkhangelsk. Mais l'Atlantique est un véritable stand de tir pour les sous-marins et les bombardiers allemands. 1500 Era Cobra sont envoyés par bateau et seuls 1200 arrivent à destination. Quelques P-39 et P-63 donnés aux soviétiques sont convoyés par air jusqu'en Iran, mais la majorité est envoyée dans des caisses par le golfe Persique jusqu'à Abadan. Les soviétiques ont envahi l'Iran dès que le Shah a déclaré son appui à Hitler et aux forces de l'Axe. Grâce aux techniciens expérimentés de Bell, l'assemblage est rapide et efficace. Les avions sont entièrement montés à part la voilure, les empennages, les trains d'atterrissage et les hélices. Mais la plupart des Era Cobra et des King Cobra sont assemblés à Niagara Falls, puis convoyés par air par le Montana jusqu'en Alaska. Là, des pilotes soviétiques en prennent livraison et s'envolent pour la Sibérie. Seuls les pilotes de confiance du régime peuvent prétendre à cette mission. Les avions décollent toute l'année. Pendant l'hiver, les hommes et les femmes qui effectuent les convoyages sont toujours accompagnés d'un avion équipé d'un moteur à refroidissement par air. Les Allison à refroidissement liquide peuvent geler, ce qui exige l'intervention rapide des mécaniciens. Ces vols, bien que difficiles, deviennent routiniers. Les circonstances éprouvantes offrent aux ingénieurs de la Bell Aircraft un nouveau terrain d'expérience. Les pilotes acquièrent une maîtrise supplémentaire et les avantages d'un train tricycle sont évidents. Staline se plaint d'une insuffisance d'Era Cobra. Pourtant, dans les derniers mois de la guerre, Bell livre pratiquement l'intégralité de sa production à l'Union soviétique. Staline soupçonne les Alliés de retarder volontairement le débarquement en France. Il estime à juste titre que son pays, avec ses millions de victimes, supporte l'essentiel de l'effort de guerre contre l'Allemagne. 75% des avions fournis à l'Union soviétique sont des P-39 et des P-63.
Disposer d'un avion de qualité permet aux Russes d'alléger la maintenance, la logistique et facilite la formation. Dans l'ensemble, les rapports entre les personnels américains et soviétiques sont bons. Publiquement, ces derniers doivent faire corps avec leurs dirigeants qui contrôlent tout depuis Moscou. Mais dans la pratique, très peu de problèmes entraveront le transfert de ces milliers d'avions. Pendant qu'on négocie à l'échelon supérieur, les mécaniciens soviétiques discutent avec leurs homologues américains et partagent leurs expériences. Grâce aux Alliés, les Soviétiques peuvent reconstruire leurs machines de guerre. L'armée allemande est mal préparée aux rigueurs de l'hiver russe, et encore moins à la masse continue d'hommes et de matériel envoyés au combat par les Soviétiques. Les Allemands, disposant pourtant de matériel de qualité supérieure, perdent la guerre à l'usure. Une fois de plus, les Era Cobra et les King Cobra démontrent leurs avantages. Pendant que la bataille fait rage sur le front russe, les Alliés se lancent dans l'action sous le commandement du général Dwight Eisenhower et viennent défier les Allemands en Afrique du Nord. Un an plus tard, Hitler doit une fois de plus secourir Mussolini. Il doit cette fois-ci le délivrer après son renversement par la monarchie italienne. Le nouveau gouvernement a signé un armistice avec les Alliés après l'invasion de la Sicile. Presque immédiatement, les États-Unis fournissent des P-39 à l'armée de l'air italienne pour qu'elle puisse affronter les Allemands. Le P-39 peut encaisser de nombreux coups et on le surnomme bientôt le petit B-17. Les appareils utilisés en Italie ont déjà participé à de nombreux combats et les mécaniciens doivent travailler 24 heures sur 24. Les P-39 encore en service sur tous les théâtres d'opération sont en général en fin de carrière et Bell travaille déjà sur la prochaine génération. Lorsqu'elle commence à livrer les King Cobra, la guerre touche à sa fin. Malgré sa configuration similaire, c'est un avion différent de l'Era Cobra. Il est plus gros, mais conserve son canon de 37 mm et son train tricycle. Le profil laminaire des ailes diminue fortement la traînée aérodynamique sur les surfaces portantes et améliore la portance. L'écoulement d'air est aussi amélioré au niveau des entrées. L'Army Air Corps a également exigé un entretien facilité, en particulier pour l'armement. Le P-63 est plus lourdement armé et embarque plus de munitions. Son blindage est amélioré et un système radio double est installé. En revanche, le poids de l'avion excède de 750 kg les spécifications fixées à l'origine. Les évaluations ne sont pas très favorables au P-63. Le canon semble tirer trop lentement pour le combat aérien. Une caractéristique plutôt surprenante puisque c'est précisément l'Army Air Corps qui avait insisté pour conserver ce canon. Les pilotes d'essai sont inquiets de constater que le magasin ne contient que 30 obus et que la trajectoire de la charge n'est pas suffisamment rectiligne. De plus, il est impossible d'ajouter des mitrailleuses dans les ailes, car la place est prise par les réservoirs de carburant. Une équipe d'évaluation de la base d'Eglin conclut finalement que le P-63 n'est pas utilisable en combat aérien. Non seulement sa vitesse maximale n'est pas au niveau des avions de la même génération, mais son rayon d'action ne répond pas aux spécifications les plus récentes. Les pilotes demandent également la suppression des portes style automobile et des arceaux sur la verrière. L'avion ne plaît pas, il est rejeté par les services de l'armée. Le P-63 peut pourtant virer plus serré et piquer sur les autres avions, mais sa vitesse, ascensionnelle et maximale, est en dessous des normes. C'est un bon intercepteur à courte distance, mais les besoins opérationnels en Europe et dans le Pacifique ont évolué. 3303 King Cobra seront fabriqués, mais aucun d'eux ne servira sous les couleurs américaines. Le P-63 King Cobra sera toutefois présent au sein de l'Air Corps dans une version très particulière, le RP-63 Flying Pinball, la cible volante.
Les dirigeants de l'école d'artillerie au Texas cherchent un moyen plus réaliste pour entraîner leurs hommes. Les stagiaires tirent directement sur l'avion, qui est recouvert de plaques d'aluminium de 6 mm. Plus d'une centaine de détecteurs enregistrent les tirs et activent des signaux lumineux. L'Army a mis au point une balle spéciale qui se désintègre sur les plaques d'aluminium tout en ayant par ailleurs des caractéristiques normales. Mais il y a tout de même un risque pour le pilote, surtout si les tireurs visent le dessous de l'appareil. Le P-63 est aussi modifié pour recevoir des ailes en flèche qui mèneront directement au développement du Bell X-1 à moteur fusée, le premier avion à passer le mur du son. Chuck Yeager, qui effectuera ce vol historique, a appris à piloter sur un P-39. Malgré leurs défauts, réels ou imaginaires, les Era Cobra et les King Cobra ont largement contribué à la victoire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le P-39 était en première ligne aux premières heures du conflit et le P-63 a joué un rôle important à la fin de la guerre. La victoire dans les airs requiert un commandement compétent et un engagement industriel important pour produire les appareils nécessaires. Les États-Unis en avaient les moyens, l'adversaire ne les avait pas et a dû en payer les lourdes conséquences. Les dirigeants ennemis ont su moderniser leurs forces aériennes au moment où ils mettaient au point leur plan ambitieux de conquête mondiale. Mais cette avance technologique s'est considérablement réduite dès l'instant où ils n'ont pu remplacer leurs appareils devenus obsolètes. Un problème amplifié du fait de leur incapacité à augmenter la production au moment où ils en avaient le plus besoin. Convaincu de sa supériorité et de son destin hors du commun, Hitler n'a jamais prêté attention aux timides suggestions de ses généraux. Il a ordonné d'attaquer la Russie et a gaspillé ses meilleurs avions à mener une guerre impossible sur 2 fronts. Et les avions alliés allaient bientôt survoler l'Allemagne en toute impunité. Quant aux dirigeants japonais, ils ont été tout aussi aveugles en sous-estimant les ressources des Alliés. Ils n'ont pas su lancer de nouveaux avions avant qu'il ne soit trop tard. La disponibilité du P-39 au début de la guerre du Pacifique a forcé les Japonais à retarder leur plan de conquête de la Nouvelle-Guinée et d'invasion de l'Australie. Puis les Alliés se sont consacrés en priorité à la défaite d'Hitler. En fournissant des Era Cobra et des King Cobra aux Soviétiques, les États-Unis les ont aidés à se battre. Ainsi, l'essentiel des forces allemandes est resté sur le front Est et n'était pas disponible lors du débarquement en Normandie. Le lieutenant-colonel Alexander Pokrychkin a été le plus grand as de tous les pilotes alliés. Il a abattu 59 avions allemands, dont 48 confirmés à bord de son P-39. Il a été nommé héros de l'Union soviétique, puis le président Roosevelt, pour exprimer la gratitude des États-Unis, l'a décoré de la Distinguished Flying Cross. Les 4 plus grands pilotes soviétiques après Pokrychkin ont piloté des P-39 avec lesquels ils ont abattu 146 avions allemands. En tout, 9 pilotes soviétiques ont compté plus de 20 victoires confirmées à bord de leur P-39 Era Cobra. La Luftwaffe a utilisé des tactiques de combat favorisant plus la maniabilité à basse altitude que la vitesse ascensionnelle. Dans ces conditions, les pilotes soviétiques dans leur P-39 disposaient presque des mêmes avantages. Ils ont amélioré leur vitesse en enlevant la lourde radio montée à l'arrière de l'habitacle. Les radios soviétiques étaient de si mauvaise qualité que les pilotes avaient appris à s'en passer. Plus tard, les As allemands ont été dépassés. Ils se sont fait abattre en partie parce que leurs avions étaient usés. Ce qui a donné aux jeunes pilotes russes sans expérience une meilleure chance d'être victorieux au combat. Les troupes aéroportées et terrestres soviétiques ont parfaitement coordonné leurs efforts à ceux de l'Air Force pour rendre la victoire possible. Enfin, sans le moteur Allison, les P-39, P-63 et autres machines légendaires de la guerre n'auraient pas existé. La combinaison du P-39 de Bell Aircraft et du moteur Allison ont transformé la conduite de la guerre. Entre juillet 1940 et août 1945, Allison a produit 69 000 exemplaires de son modèle V-1710. C'est ce qui a permis de disposer de plus de moteurs radio pour les bombardiers et les avions de transport. Le perfectionnement du moteur Allison s'est effectué parallèlement au développement de l'Era Cobra, permettant ainsi la conception et la production des P-40, des P-38
et même des premiers P-51 Mustang. De 1935 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la firme Bell Aircraft a construit 12 847 avions de chasse dans ses usines de Buffalo et de Niagara Falls, dont 8 764 Era Cobra. En 2 ans et demi, Bell a également produit 3 303 King Cobra. Le P-63 fut le dernier appareil à voilure fixe et à hélice produit par la firme Bell. La firme Bell laisse un héritage prestigieux, du prototype de l'Eracuda au Cobra. Innovation et perspicacité ont été les maîtres mots de sa production. Et sa volonté de repousser les limites techniques, ajoutée au désir de fournir aux forces armées américaines les meilleures machines possibles, ont donné naissance à bon nombre d'ailes de légende.